Que pour moi, gérer son patrimoine, c'est un jeu d'équilibre entre différentes thématiques ou sphères, on met le mot qu'on veut dessus. Tu vois, entre la famille, le juridique, le fiscal, le social, les entreprises, l'immobilier, le financier, la transmission. Ça va vraiment dépendre, en fait, si tu veux, de l'enveloppe. Donc je peux pas te faire de généralité là-dessus. Si on le regarde bêtement, comme je te le dis, factuellement en termes de rémunération, tu veux 2000 en SAS, 2000 en SARL, pars sur de la SARL, ça te coûtera moins cher. Après, ça va impliquer toutes les conséquences derrière. Il va falloir que tu sois plus vigilant sur ta retraite, sur tout un tas de trucs. Alors, l'argent, pour moi, si tu veux, c'est. On pourra dire ce qu'on veut, c'est une forme de liberté. Hello et bienvenue sur le podcast de la bonne fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Alors, je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec la bonne fortune, mes invités et moi-même se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils afin que tu puisses investir selon tes choix, tes envies et tes objectifs. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Pajot. Salut Nicolas. Salut Ismaël, merci de me recevoir sur ton podcast, c'est très très cool. Eh bien écoute, c'est un grand plaisir, parce qu'en plus, comme on venait de le dire juste à l'instant, une fois n'est pas coutume, je reçois un Toulousain sur l'émission. Alors, c'est normal, c'est une belle ville, il n'y a pas de fumée sans feu. Une des plus belles villes de France. C'est sûr et certain, tout s'explique. Nicolas, alors on n'est pas là pour parler de cette belle ville rose, quoique il y aura peut-être des choses à dire. On est là aujourd'hui pour aborder un thème qui nous concerne tous de plus ou moins loin, de plus ou moins près. Tu es un conseiller gestion en patrimoine d'une façon générale, mais indépendamment de ça, tu as vraiment à cœur d'accompagner, on va dire, les personnes et plus particulièrement les chefs d'entreprise, mais les personnes d'une façon générale, dans la structuration de leur patrimoine, mais avec une vision, j'ai envie de dire, au global. Et là, ça va être intéressant. On va pouvoir voir ton petit point de vue tout au long de cette émission par rapport à ça. Que ce soit de la fiscalité, que ce soit de l'imposition, de la transmission, etc., etc., etc. Tu es une référence aussi sur LinkedIn pour celles et ceux qui sont connectés et qui sont présents sur cette plateforme. Tu es une des références sur ce réseau, notamment avec tes fiches quotidiennes où tu donnes des tips et astuces un petit peu sur tous ces domaines à 360 degrés sur le patrimoine, avec vraiment un gros carton, il faut le dire. Je ne sais pas exactement combien tu as d'abonnés, mais peut-être plus de 50 000. Ouais, 56 000 je crois aujourd'hui. Ouais, 56 000 à l'heure où on enregistre, c'est vraiment énorme, félicitations pour ça. Merci. Et c'est mérité au vu de la qualité de ces petites fiches, un petit peu à l'image des feuilles volantes de Guillaume Simonin. Ouais. On en parlait un petit peu, que j'ai eu le plaisir de recevoir également sur l'émission, mais ça fait vraiment un carton dans un autre style aussi. Mais allez, assez parlé, je vais te laisser toi te présenter. Qui es-tu, Nicolas? Salut. Du coup, merci de me donner la parole. Bon, j'ai 32 ans et en fait, si tu veux, si je devais reprendre un peu le parcours, parce que c'est aussi ce qui fait ma personne aujourd'hui, en toute transparence, j'étais quand même un cassos à l'école, voilà, faut le dire. Ok. Donc, je fais partie de ces gens-là qui étaient mauvais à l'école, mais qui ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu, si tu veux, dans le monde professionnel. Donc j'étais pas bon, j'avais pas des bonnes notes, j'ai fait un BTS STG, donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le marketing, donc rien à voir avec la gestion de patrimoine. J'ai fait un BTS communication que j'ai pas terminé, je suis allé faire des petits tafs, tu vois, livreur de pizza, j'ai bossé au marché, j'ai bossé à la mairie de Toulouse, bon, des tafs qui ont rien à voir finalement avec le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai travaillé avec ma mère qui avait un cabinet d'expertise judiciaire, donc c'est là où finalement, solution de facilité, mais ça m'a quand même mis un pied à l'étrier et ça m'a forcé, on va dire, à sortir de ma zone de confort. Donc ça, c'est plutôt un point positif et ça m'a aussi appris un peu tout le monde de l'immobilier, le monde financier, le monde juridique. Et donc de fil en aiguille, si tu veux, je m'y suis un peu intéressé, j'ai rencontré aussi des pros, des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des notaires. Et donc mécaniquement, enfin, à un moment donné dans ta vie, il faut que tu sois curieux pour savoir ce que tu vas faire de ta vie. Ma mère n'étant pas éternelle, j'avais pas de diplôme, donc tu vois, reprendre le cabinet c'était complètement pas possible. Ouais. Et donc je suis reparti reprendre les études je sais pas, je devais avoir 23-24 ans, où j'ai réussi à rentrer en master 1 en gestion de patrimoine directement, avec les années d'expérience.
Et j'ai fait un master 2 en ingénierie du patrimoine. Donc de là, tu vois, je me suis retrouvé avec un bagage qui était plus que conséquent dans ce domaine. Et je suis allé faire mes armes en tant que salarié au tout départ. Tu sais, c'est toujours pareil, il faut comprendre un peu, tu sais, les rouages du métier, ce que tu aimes moins, comment tu le fais, justement, tu fais pas les erreurs Bien sûr. qui ont été faites auparavant. Et j'ai rencontré Simon, donc, qui est mon associé aujourd'hui, qui a un parcours lui plus scolaire, on va dire, et plus normal, entre guillemets. Et en fait, on s'est dit, bah, vas-y, viens, on va monter notre cabinet, parce qu'on a une vision commune, on a envie d'exercer ce métier-là comme on l'a envie. On n'a pas envie, tu sais, d'avoir des consignes qui nous sont données par des patrons, genre là, sur les stratégies que tu fais et tout. On veut vraiment modeler la chose en fonction vraiment du besoin finalement que va avoir le client en face et surtout de sa situation, parce que ce qu'on a du mal à comprendre en gestion de patrimoine, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Ouais. Il n'y a pas de généralité. En fait, la généralité, elle existe sur une situation qui est identique et sur un objectif qui est identique, ce qui n'arrive quasiment jamais. Mm, mm. Donc chaque cas est différent, chaque dossier est différent, et donc chaque stratégie est complètement différente. Voilà, et ça fait 3 ans qu'on a notre cabinet aujourd'hui. Ton cabinet, j'ai pas présenté, je tiens à le dire. Donc, Stelka Conseil, Ouais, qu'on retrouve du côté de Toulouse, forcément. Et puis après, ben, forcément, avec la présence en ligne partout en France, hein. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, on travaille vraiment partout en France. Mm. Et si tu veux, nous, dans la philosophie du cabinet, dans notre fonctionnement au niveau de comment on bosse, on n'en a qu'un seul qui peut être réducteur ou qui peut être vu de différentes manières. En fait, on travaille uniquement sur une vision globale. C'est-à-dire que pour moi, gérer son patrimoine, c'est un jeu d'équilibre entre différentes thématiques ou sphères, on met le mot qu'on veut dessus. Tu vois, entre la famille, le juridique, le fiscal, le social, les entreprises, l'immobilier, le financier, la transmission. Tu dois avoir un équilibre qui se fait à différents moments de ta vie. Cet équilibre, il est mouvant forcément parce que quand tu regardes un profil qui a 30 ans, il n'aura pas les mêmes objectifs et la même situation qu'un profil qui va en avoir 50. Mm, Et mm, donc en fait, cet équilibre, il se doit d'évoluer dans le temps en fonction de ton âge, en fonction de ta situation et en fonction de tes besoins. mm, mm. Et donc l'idée, c'est toujours d'analyser en fait la situation de la personne, la famille, les liens juridiques, les enfants, les prêts, les taux, les assurances, le financier, le bancaire, la fiscalité. Tu vois, les sociétés, on regarde aussi la structuration du groupe, les statuts, les formes juridiques, le statut social, la rémunération, le chiffre d'affaires, les comptes courants d'associés, tout y passe. La transmission, la fiscalité, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et la rentabilité des contrats. Et en fait, tout ça, ça te permet déjà de comprendre en fait avec qui tu vas bosser, Mm. comment cette personne elle est structurée, et finalement quels sont aussi les points de vigilance qu'on va retrouver, on va dire, dans ce patrimoine-là. Et après, l'idée, c'est de trouver finalement la bonne stratégie, donc le bon jeu d'équilibre par rapport à ses objectifs propres qu'il va avoir, de son prisme, et par rapport aux choses que tu vas être capable d'améliorer. Et en fait, le but, une fois que tu as fait ça, c'est de faire des projections, ok, de mettre en place avec cette personne et derrière de faire un suivi chaque année ou vraiment dès qu'il y a des projets qui arrivent. Et c'est là où dans cette construction de relation, tu vas être hyper efficace et efficient, que ce soit en termes d'économie, de conseils, de choix à faire dans le temps. Ok, ouais, super intéressant. Alors, tu as déjà donné énormément déjà de tips, en tout cas, sur la façon dont tu perçois, d'une façon générale, la construction d'une part, le développement également, et puis à terme la transmission du patrimoine. C'est très très intéressant, mais juste pour revenir sur ce petit parcours un petit peu atypique, où tu passes justement du cancre un petit peu de la classe, le mec qui est tout le temps un petit peu au dernier rang, là, collé à la fenêtre sur le radiateur l'hiver là, pour se réchauffer un petit peu, Exactement. à associer, donc à créer déjà un cabinet, parce que c'est pas forcément commun. On peut être indépendant, travailler un petit peu à Ouais. l'image des indépendants, des mandataires dans l'immobilier. Ben là, on peut être attaché à un groupe. Donc toi, tu as voulu vraiment avoir la main et maîtriser toute la chaîne un petit peu, en tout cas, et de le faire avec tes propres valeurs, avec vos valeurs. Ouais. Et donc, tu t'es associé avec, tu le dis, Simon, Ouais. ce qui t'a permis peut-être aussi de te cadrer d'un moment donné, en tout cas au lancement de cette activité, Ouais. d'avoir peut-être plus un ressort. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'association? Alors moi, je suis un fervent défenseur de s'associer pour faire des choses à plusieurs, que ce Ouais. soit dans l'immobilier, que ce soit dans le locatif, que ce soit dans l'investissement, dans l'achat-revente, dans des entreprises, etc. Je suis vraiment un fervent
défenseur de l'association. Ça correspond pas forcément à tout le monde, mais potentiellement, ça peut être vraiment très très puissant pour Ouais. plusieurs raisons. Mais un plus un, ça peut faire beaucoup plus que deux le cas échéant. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de t'associer à titre perso? En fait, tu veux, enfin, bon, déjà la vision de l'association, si tu veux, pour moi, c'est comme un couple. Mm, C'est-à-dire que dans ton couple, à titre privé, bah, tu te dis, pour construire, il faut que je sois en couple. C'est-à-dire que si mm, tu veux une vie de famille, si tu veux un enfant ou des enfants, si tu veux faire des projets, on va dire immobiliers, plutôt résidence principale, résidence secondaire, tu vas être en capacité de le faire parce que tu es en couple. Alors sur l'immobilier, ça va dépendre de ta situation, tout ça, mais c'est quand même plus facile quand tu es en couple. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Mais le couple, il faut le faire vivre. L'association, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es capable de faire beaucoup de choses tout seul, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu vas arriver à un plafond de verre à un moment donné. Ce mm. plafond de verre, tu as deux façons de le voir. Soit tu te dis, ouais, en fait, moi je m'en fous et ça me va le niveau que j'ai. Soit tu te dis, on peut faire des choses encore plus grandes et meilleures. Et dans ce cas-là, tu te dis, en fait, il faut que je trouve quelqu'un, donc il faut que je trouve un associé ou plusieurs avec qui on va être capable de décupler finalement ce qu'on sait faire, de s'organiser différemment et donc de finalement de pouvoir prendre le temps de faire les choses. Et tu vois, nous, c'est comme ça qu'on l'a construit avec Simon. C'est-à-dire qu'au début, je le précise quand même, c'est vachement important dans ce milieu de gestion de patrimoine, nous on est parti de zéro. Donc c'est-à-dire quand on a créé le cabinet, on avait zéro client. Mm. On n'a pas récupéré de portefeuille, on n'a pas racheté de portefeuille, on est vraiment parti avec Peanuts. Donc il y avait tout à faire. Donc si tu veux, moi j'ai toujours été plus dans le contact et si tu veux aller chercher des prospects, des clients, des situations, tout ça. Simon plus dans l'opérationnel. Donc au départ c'est on va dire comme ça qu'on s'est structuré, mais finalement Simon lui il allait plus chercher des prospects au niveau d'autres cabinets parce qu'on est intervenu pour d'autres cabinets et des pros et moi plus des cabinets vraiment B2B, B2C, donc entreprise, enfin chef d'entreprise et particulier. Mm. Mais on était toujours tous les deux sur l'opérationnel. En fait, aujourd'hui, on a construit, tu vois, le cabinet s'est développé, on va faire 3 ans. Bon, mais la première année, tu es content, tu as réussi à faire un peu de chiffres, tu te dis, ouais, c'est cool, ça fonctionne et il y a du répondant. La deuxième année, tu continues à te développer, puis tu commences à avoir une charge de travail qui est plus importante. Là, aujourd'hui, moi, je fais plus du tout d'opérationnel, donc c'est-à-dire que je ne rédige plus les audits qu'on fait aujourd'hui. Je les connais et j'en discute systématiquement avec Simon et avec Audrey, du coup, qui est notre salarié Ok. pour suivre les clients, pour comprendre, tu vois. Et puis même dans la réflexion, il y a encore des moments où, on va dire, j'ai des idées de réflexion qui sont plus pertinentes, par exemple, que Simon ou qu'Audrey. C'est pas systématique, mais ça arrive. Donc c'est important de se tenir informé. Mais aujourd'hui, moi, je me consacre uniquement, en fait, si tu veux, aux médias, à l'image du cabinet, à la valeur ajoutée que je fais par le biais des fiches et LinkedIn, au rendez-vous que j'ai avec des différents prospects, à écouter des situations, à voir, bah, pourquoi pas faire des collaborations avec des professionnels, tu veux, si tu veux, où ils ont besoin finalement de gens comme moi, et plutôt à forger, si tu veux, une image de marque au niveau du cabinet qui va avoir une forte identité. Et aujourd'hui, tu vois, comme tu le disais, sur LinkedIn, je suis une référence sur la partie des fiches, de la gestion de patrimoine et tout. En Clairement, ouais. fait, je me rends compte qu'avec le temps, je le suis aussi une référence au niveau des clients que j'ai, des potentiels prospects, tu vois. Encore aujourd'hui, par exemple, je vais essayer de te retrouver, j'ai reçu un message, tu vois, alors ça fait extrêmement plaisir. Tu dis, alors j'étais en contact avec une personne et en fait elle m'a dit, je ne sais pas si aujourd'hui je suis la bonne cliente, mais en tout cas je crois en l'avenir et mes capacités afin d'avoir besoin de vos conseils dans les années à venir. Donc ça prouve quand même quelque chose, c'est que dans la tête des gens et en termes d'image, bah, C'est le excellent cabinet ça. a quand même une certaine forme de notoriété et du coup de compétence dans ce qu'on fait et de qualité. Et ça, tu vois, je me suis battu pour le construire, je continue à me battre pour que ça perdure dans le temps. Mais c'est vachement important parce que c'est aussi ce qui fait que demain, les gens t'appellent, que les gens sont contents et que bon, mais toi, forcément, à titre professionnel, c'est aussi ce que tu as envie de véhiculer. En fait, tu veux pas, moi, avoir une boîte pour avoir une boîte, si tu veux, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une boîte qui a du sens. Ouais, bien sûr, et de prendre plaisir au quotidien. Mais il est excellent ce petit message, je rebondis dessus, mais tu parlais tout à l'heure, euh, c'est en quelque sorte la curiosité qui t'a amené à ça, mais d'un point de vue philosophique, entre guillemets, le cabinet,
vous voulez accompagner des personnes parce que c'est une question d'équilibre, le patrimoine, c'est une question de structure et de profil et qui est évolutif avec le temps. Et le message de cette dame-là, je ne sais plus si tu as cité son prénom, mais elle se projette déjà à l'avenir, se voir déjà évoluer et en quelque sorte, j'ai envie de dire, elle a déjà tout compris et qu'elle travaille ou pas avec vous derrière. Ouais, en fait, ouais, c'est ça, dans le message que je véhicule, en fait, elle Ouais. sait qu'à un moment donné, va falloir se faire accompagner, elle va donner les moyens de le faire, parce qu'il y a des choses à aller chercher. Du Mm, mm. développement, de la sécurité, de la transmission, de la rentabilité, il y a plein de choses à aller chercher. Et donc ça, je trouve que c'est un message qui est fort, et au travers des fiches, au-delà de l'aspect compétences-qualité, je sais que les gens se posent des questions sur leur patrimoine, et ça aboutit forcément sur des réflexions. Ça peut être des gens que j'accompagne moi, mais ça peut être des gens même qui vont faire appel à d'autres professionnels. Et moi, je m'en fous, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est que cette personne-là, elle ait compris finalement le sens de se faire accompagner sur son patrimoine. Yes. En ce moment, il y a une petite actualité assez bouillante avec le PLF 2025, donc le projet de loi de finances Mm. 2025, Ouais. qui a été publié là maintenant il y a quelques semaines. De là, il y a quelques amendements qui sont soit adoptés, soit rejetés. Voilà, c'est assez mouvement. Et puis après, in fine, il y aura la promulgation ou non de la loi, un 49.3 ou non, etc., etc. Mais en tout cas, il y a toute une atmosphère assez chargée autour de ça. On va y revenir. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça, puis quel impact concrètement pour nous, hein, tout à chacun, que ce soit l'épargnant, l'investisseur, le chef d'entreprise. Euh, mais avant, tu vois, j'aurais peut-être même voulu commencer avec cette question. Je l'avais posée en fin d'émission à Katia, que j'ai reçue dernièrement sur le podcast. Mais là, je te la pose un petit peu plus tôt dans l'émission. Qu'est-ce que l'argent pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Alors, l'argent, pour moi, si tu veux, c'est, on pourra dire ce qu'on veut, c'est une forme de liberté. Dans le sens, on te dit souvent l'argent ne rend pas ne fait pas le bonheur, l'argent ne rend pas heureux et tout. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, si tu veux, on ne peut pas tout centraliser sur l'argent, parce que effectivement, de l'argent pur et dur, sans une vie à côté, ben, en fait, ça ne permet pas d'être pour moi heureux comme on l'entend. Mais par contre, l'argent, il y contribue fortement. L'argent, c'est ce qui te permet finalement de pouvoir faire des sorties, de pouvoir te faire plaisir sur du bien matériel ou sur du service. Ça te permet de pouvoir voyager, ça te permet de pouvoir découvrir des choses, de faire des expériences. Et donc, ça te permet en fait de créer des souvenirs aussi. Et donc ça, les souvenirs aujourd'hui, quand tu le regardes, t'en as forcément dans ta vie des souvenirs importants. Des souvenirs, c'est généralement des moments de bonheur qui t'ont impacté, qui t'ont marqué. Et bien quand t'as pas d'argent, le problème c'est que ces moments-là, ils sont quand même vachement réduits. Mm, 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 mm. Et donc si tu veux, moi, je pense que l'argent, il en faut. Beaucoup, pas beaucoup, voilà, chacun a ses seuils là-dessus. Mais je suis intimement convaincu que l'argent contribue enfin, énormément au bonheur des gens. Après, comme je te le dis, il ne faut pas que ça soit une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand on a de l'argent, il ne faut pas, pour moi, être en quête de toujours vouloir en avoir plus. Il faut vraiment arriver à trouver son seuil, si tu veux, où on se dit, voilà, ben, avec ça par mois, ou ça d'épargne, ou ça de patrimoine, en fait, voilà, je suis content. J'estime que moi, de mon côté, j'ai réussi ma vie, que ça a pu me permettre de créer des souvenirs et de passer des moments avec des proches ou en tout cas de me faire plaisir. Et puis je trouve que l'argent, ça te permet aussi, tu vois, tu as forcément des amis qui ont différents niveaux sociaux ou des gens que tu connais. En fait, demain, tu veux partir avec tes potes, avec des couples d'amis, avec ta famille qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Bah, tu peux te dire, bon, bah, en fait, je sais pas, moi, tous ces gens-là, on part, on se fait un voyage, c'est pas grave, moi je peux le payer, ça me fait plaisir de le payer. Et c'est une forme de liberté, tu vois, je trouve. Ouais, clairement. Clairement, c'est une très très belle définition. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Je vais la poser de plus en plus souvent sur le podcast de la bonne fortune parce que chacun ramène sa petite vision, en tout cas sa propre définition, et c'est toujours très très intéressant. Ouais. Donc oui, j'en retiens le côté liberté, le côté, voilà, c'est un moyen plus qu'une fin, et heureusement, mais Ouais. c'est un vecteur de liberté en tout cas et de création d'expériences qui méritent d'être vécues et la possibilité de se créer comme ça des souvenirs. Et puis tu sais, quand t'es vieux, quand t'es âgé, alors on n'y est pas encore et j'espère qu'on y arrivera, tu vois, mais je pense que les personnes âgées sont unanimes avec ça. En fait, ce qui te reste quand t'es âgé, c'est les Ah souvenirs. bah clairement. Et l'argent t'aura permis de faire beaucoup de souvenirs et donc de te dire, tu vois, j'ai gardé des photos, j'ai gardé ci, putain, mais je me rappelle de ça, c'était trop cool. Et du coup, même de véhiculer, de partager des moments avec tes petits-enfants, pourquoi pas,
en disant, bah, tu vois, là, ton père, ta mère, on a fait ça quand on était plus jeune, et tu vois, t'étais là sur la plage, je t'en souviens pas, tu vois, mais on a fait ça, on a appris à compter, on a truc, tu vois, moi, petit, par exemple, j'ai un marqueur, j'ai appris à compter sur la plage. Je partais très Yes, souvent en Guadeloupe avec mes parents, et en fait, j'ai appris à compter là-bas. yes. Tu comptais les coquillages? Ouais, et en fait, j'ai fait les coquillages et sur le sable, tu vois, et j'ai plein de souvenirs là-dessus. Et ces souvenirs-là, alors j'étais petit, insouciant, et tu vois, t'as pas la notion de l'argent quand t'es tout petit, mais il n'y aurait pas eu d'argent, bah tu vois, apprendre à compter, je pense que ça aurait été fait d'une manière très lambda, sur une table avec une chaise, voilà, Mm, 1, 2, mm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, tu sais compter, c'est tout, c'est pas ludique, t'as pas un moment en particulier. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Ok. dire? C'est vrai, super intéressant ouais, de ce point de vue. Ouais. Revenons un petit peu à ce PLF 2025, après cette petite digression sur voilà, ce que peut représenter l'argent. Quels sont pour toi les nouveautés, si ça doit être acté en l'état, et attention, tout est évolutif, tout ce qu'on va dire là, j'imagine qu'il faut le prendre avec des pincettes. Et l'idée, c'est de pas de faire des projections et 10 000 hypothèses, mais pour toi, qu'est-ce que ça véhicule, le message de ce PLF, et quels sont pour toi les points de vigilance à avoir par rapport à ça? Alors, pour moi, le message véhiculé, il est assez simple, c'est de dire on n'a pas, on a plus de thunes, on a besoin de thunes. Concrètement, pour moi, c'est un message qui est aussi simple et clair que ça. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, pour le contribuable, enfin, de manière générale, en fait, c'est simplement on va tous payer un petit peu plus. En France, alors tu vas avoir, c'est toujours pareil, on va rentrer dans les classes, tu vois, la classe bon, qui a pas trop de sous parce que, enfin, pour tout un tas de raisons, elle va pas trop être impactée. Et je pense qu'au contraire, elle aura peut-être un peu plus de pouvoir d'achat sur des revalorisations. La classe moyenne, je pense qu'elle va morfler parce qu'elle va devenir éligible à des certains seuils où elle n'était pas forcément, ou en tout cas, elle va payer un peu plus. Donc elle va finalement diminuer son pouvoir d'achat et sur les très riches, ça va coûter beaucoup plus cher, hein. Tu vois, la flat tax, ne serait-ce que tu vois, si la flat tax elle augmente, on se dit ouais, 3% c'est pas grand chose, les riches peuvent payer 3% machin, 3% c'est un budget, c'est un vrai budget. Bon, on a quand même le barème qui a été revalorisé, ça c'est quand même une bonne chose, c'est bien. ouais. Tu peux expliquer ça pour les auditeurs qui Ouais, nous écoutent, là, qui étaient peut-être un peu moins attentifs, là, soit sur leur footing ou en voiture, etc. ouais. Le barème qui a été revalorisé, c'est intéressant. Tu Alors peux en fait, développer le un petit peu? barème, c'est ce qui est bien, et c'est l'un des seuls trucs d'ailleurs qui est revalorisé en France, c'est qu'on va dire on va suivre un peu le cours de l'inflation. L'idée, ça va être de dire 25 000 euros aujourd'hui, bah demain, donc l'année prochaine, ça vaudra peut-être 27. Et donc, si tu veux, dans le calcul de l'imposition que tu vas avoir, on va faire évoluer ce barème en fonction bah, du coup de l'inflation, du pouvoir d'achat, etc. Ce qui veut dire qu'on va arriver pour quelqu'un qui gagne 25, 27, 29 tu vois, sur 2, 3 ans différents, on va pas grossir son imposition. On va rester à une imposition qui va être à peu près ISO par rapport à ce qu'il payait finalement initialement. Ok, donc on est bien sur donc du coup l'impôt sur le revenu Ouais, avec ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition exactement. qui est évolutif où il y a à l'heure d'aujourd'hui, si je te dis pas de bêtises, et attention, j'ai pas révisé mes fiches, mais tu vas me reprendre 5 tranches, Ouais, donc de grosso modo donc par foyer, ouais, par tête par foyer fiscal, c'est la fourchette entre 0 et 15 000 euros ou pas loin le premier seuil. Donc là, 0, on paye 0 sur ces 15 ouais. 000 premiers euros. Ensuite, 15 000, 30 000. Les chiffres sont vraiment approximatifs, hein, je tiens à le Ouais, c'est de rappeler. l'arrondi, mais dans l'idée, c'est ça, c'est Mais dans l'idée, progressif. c'est ça, progressif. Et donc, c'est toutes ces tranches qui sont réévaluées en fonction de l'inflation. Donc, du coup, ok. Exactement. Par contre, les montants, donc les tranches qui sont à 11%, 30%, 40, 45, elles ne changent pas. Non, les pourcentages d'imposition ne changent pas. Voilà. On avait un fameux projet à l'époque des législatives où on voulait un barème à 14 tranches. Ouais. J'avais fait une fiche là-dessus pour ceux que ça intéresse, justement en calculant un peu ce que ça pouvait donner. Bon, c'était quand même pas incroyable. Euh, mais bon, on reste sur un barème à 5 tranches. Et en fait, la grande problématique pour moi, on revalorise le barème, c'est génial, mais en fait, on revalorise pas par exemple les abattements de transmission. On revalorise pas les seuils au niveau de l'impôt sur les sociétés. Il y a plein de choses, plein de seuils qu'on va pas revaloriser. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, les micro fonciers, micro BIC, micro BNC, on va pas revaloriser les seuils non plus. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas tout Mécaniquement, à fait juste. Et ce qui ouais. se passe, c'est que nous, on le voit pas en tant que contribuable parce qu'on se dit, ouais, ça change pas, bah, c'est cool, de toute façon, si ça change pas, c'est pareil. Non, c'est pas la même chose parce que la valeur de l'argent, elle est pas la même. Exactement, ouais.
Et donc un truc que tu vas facturer même en tant qu'indépendant, 5, 6, 7, 10 000 balles par mois là-dessus, ben, peut-être qu'en fait en N+1 tu vas facturer 10 500 par exemple, ou 11 000, donc 500 000 balles de plus. Ben ouais, mais toi ton seuil il a pas été revalorisé. Donc finalement tu étais au micro, tu étais bien content, mais tu vas passer au réel et ça va pas être le même combat. Exactement, ouais. Donc tu vas payer plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai un exemple qui me vient en tête et qui revient un petit peu à traduire ce que tu exprimes sur les seuils sur les successions, tu sais, donc les fameux là, 100 000 euros par parent, par enfant Ouais, tous les 15 ans qu'on peut donner. Mais 100 000 euros, mais c'est le même seuil depuis peut-être 10 ans, je dirais quelque chose comme ça, mais ne serait-ce que le prix de l'immobilier. Quelqu'un qui a acheté un appartement il y a 10 ans, il a fait x2 oui, son bien, mais son seuil, il n'a pas fait x2. Donc, pour un même bien, ouais, il y a 10 ans, il transmettait peut-être gratuitement pour ses enfants, ouais, qu'aujourd'hui, il va se prendre 20-30% de droits de succession pour un même bien, parce que ouais, le seuil n'a pas été revalorisé. C'est clairement là-dedans. Donc, en tout cas, bonne nouvelle, le seuil serait sur la TMI revalorisé, mais ouais. par contre, il y a plein d'autres seuils que tu citais qui ne le sont pas. Et là, Ouais. ça serait intéressant de travailler là-dessus. Ouais. Et Ouais, ouais. même dans les barèmes, tu vois, le barème de transmission, tu as les abattements cool, mais tu as un barème progressif, tu vois, où tu as des tranches pareilles d'imposition. Il est pas revalorisé ce truc. Ouais, ouais, ouais. Je remettrai dans les notes de l'épisode le lien sur tes fiches, en tout cas, qui évoquent un petit Ouais. peu tous ces aspects, parce que c'est vrai que ça peut paraître abstrait pardon, pour certains, mais je pense que c'est quand même assez clair, C'est et important, ouais. en tout cas, ouais, c'est très très important. Donc pour ce projet de loi, moi je dirais qu'on a besoin d'argent, il faut aller le chercher. Donc on Mm, mm. essaie de faire un peu ce qu'on peut, on a envie de durcir un peu les choses, mais on se confronte quand même aussi à, on va dire, bah, au peuple français qui est quand même un peu avec le couteau sous la gorge tu vois, sur l'aspect fiscal. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, hein, si on fait une petite liste assez bête et méchante, si on fait un petit cercle, tu sais, sur l'argent, un salarié par exemple, qui va toucher 2000 balles par mois, ben, en fait son employé il aura payé peut-être là-dessus déjà allez, 1500 balles de cotisation sociale. Ok. Mm, mm. Le gars il paye 2000, il récupère ses 2000 balles. Sur ces 2000 balles, il va payer de l'impôt. Admettons qu'il va lâcher un billet, allez, on va faire un truc simple, 200 euros par mois, il lui reste 1008. Ok. Là-dessus, il va consommer à manger, il va consommer le gaz, l'élec, l'essence, payer ce qu'il a payé. Tout ça, il se prend de la TVA dessus. Il Voire paye plus, dedans. quand tu parles d'essence, etc., il y a des trucs qui sont surtaxés comme Voilà, l'essence, l'alcool, le tabac. exactement. Donc tout ça, il va payer de l'impôt dessus, le mec. Ouais, 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 ouais. Et en fait, quand tu regardes, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. C'est bon, j'ai payé ma part, j'ai payé mon impôt sur le revenu, c'est cool, quoi. Ouais, Et ouais. tu le prends sur un chef d'entreprise, c'est encore pire. Tu rentres 10 000 balles, allez, tu te verses 2000 balles de salaire, tu payes 1000 balles de cotisation sociale, ok, très bien. Il t'en reste 7, sur ces 7, on t'en enlève 25. T'as dit yes, hein, on arrondit. Donc, si on t'enlève 1004, 1750 en gros. Mm, mm. Sur le disponible, t'en as besoin, tu veux le récupérer, tu donnes 30% de plus. Peut-être bientôt 33. Mm. Voilà. Donc, en fait, t'en reste, tu vois, 1750 sur tes 7000. En gros, on arrondit, il te reste 5000. 5000, t'enlèves 30 points, il te reste 3005. Et toi, ton salaire, bah, tu auras quand même payé tes cotises, tout ça. Et pareil, même combat. Tu vas reprendre la TVA, tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Et en fait, tu regardes, putain, mais globalement, en fait, on t'aura pris peut-être 60, 70%, 80% pour certains cas, de ce que tu as créé. Il y en a à tous les étages. Ouais. Mm. Et c'est pour ça que dans la tête des gens, en tout cas des Français, tu le vois, chef d'entreprise, tout de suite, c'est un mec qui a de l'oseille, quoi. C'est un mec qui là, il brasse, putain, il a de l'oseille. Alors oui, hein, pour moi, un chef d'entreprise, quand il a une boîte qui fonctionne, c'est un mec qui brasse de l'argent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il fait que le brasser. C'est-à-dire que la vraie valeur de cet argent-là, ben, il en perçoit, tu vois, peut-être que 40%, 35-40%, vraiment, tu vois. Mm. Et c'est là où ça peut être intéressant de mettre en place justement pour ces chefs d'entreprise des dispositifs pour amoindrir un petit peu, on va dire, la facture, quoi, en quelque Ouais, tu vois, sorte. nous on essaye sur les chefs d'entreprise, tu vois, sur de la rémunération, on essaye de faire en sorte qu'ils aient, tu vois, au moins une perception de revenus Mm. sur une enveloppe qu'on a au niveau de la structure, d'au moins, tu vois, on essaie de s'approcher de 60-65%. Donc on peut le faire, tu vois, il y a un jeu d'équilibre à trouver, il y a tout un tas de choses finalement qu'on peut aller chercher, qu'on doit aller trouver. Il faut trouver le bon équilibre en fonction de la situation de la même manière. Il faut regarder en fait dans la globalité qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais, c'est intéressant, on va creuser un petit peu là-dessus parce que, encore une fois, j'ai fait différentes émissions avec des conseillers gestion patrimoniaux d'une façon générale où on parlait un petit peu de placement, des frais, etc. Ouais. Mais jamais abordé un œil avec un prisme vraiment dédié, on va dire, aux chefs d'entreprise. Et c'est vrai que ça va intéresser chacun, qu'il soit chef d'entreprise ou qu'il aspire à le devenir, ou Mhm. même micro-entrepreneur, etc., etc. Mais ne serait-ce que pour la compréhension, et encore plus s'ils sont concernés, euh, quels sont pour toi, allez, on va faire du basique dans un premier temps, en termes de rémunération, vaut mieux se trouver dans une SAS ou dans une SRL? Est-ce qu'on peut faire une généralité ou tu vas me dire, ça dépend? Alors, je vais forcément te dire ça dépend. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend comment on le regarde, hein. À titre, si tu le regardes purement financier en termes de coût, pars sur de la SARL, ça te coûtera moins cher. Si tu prends la philosophie du chef d'entreprise, ce qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce que ce mec-là, il est enclin, il croit vraiment dur comme fer au système de retraite qu'on a en France, par exemple, parce qu'il va cotiser plus en SAS qu'en SARL, par Mm, exemple. mm, mm. Ça dépend ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des chefs d'entreprise ne croient plus au système de retraite. Mm. C'est-à-dire que voilà, ils balancent des cotises, ils disent on verra bien, mais dans tous les cas, la retraite, ça va pas être l'État qui va me la faire. Et c'est là où en fait, on doit trouver le jeu d'équilibre entre de la rémunération, du dividende, de la SARL, de la SAS. Donc parfois, il faut mixer les deux structures. Parfois, on n'en a pas besoin. Ça va vraiment dépendre, en fait, si tu veux, de l'enveloppe. Donc je peux pas te faire de généralité là-dessus. Si on le regarde bêtement, comme je te le dis, factuellement en termes de rémunération, tu veux 2000 en SAS, 2000 en SARL, pars sur de la SARL, ça te coûtera moins cher. Après, ça va impliquer toutes les conséquences derrière. Il va falloir que tu sois plus vigilant sur ta retraite, sur tout un tas de trucs. Ouais, bien sûr, sur la protection sociale, etc. etc. Ouais, ouais. Hum, la retraite, c'est un sujet très très intéressant. Donc aujourd'hui, on est sur un système par répartition qui, pour ma part, est quand même une bonne chose, même si on a tendance à dire la démographie, le nombre d'actifs versus le nombre de retraités, etc., etc. Mais je trouve ça assez sain et même encore et toujours en 2024 pour plein de raisons qu'on va pas spécialement détailler. Alors je sais que c'est pas forcément la pensée de beaucoup, on va dire, de personnes issues du monde de la finance, je vais dire ça comme ça. Euh, Quelle est toi ta vision sur la retraite et si tu pouvais donner deux, trois tips en tout cas pour anticiper et faire les choses de la meilleure manière, quelles seraient les actions à mettre en place, qu'on soit chef d'entreprise ou pas, à tes yeux pour ça? En fait, si tu veux, moi je dis tout le monde cotise, donc tant mieux si tu as un truc. Mm, Après, je dis à tout le monde, ne te base pas que là-dessus. mm, Donc, si tu as un chef d'entreprise, en fait, ce que le mec doit faire, bon, il fonctionne son activité, et si la société se passe bien, il se verse du salaire, il a du bénéfice, donc il a une création de richesse en termes de trésorerie. Là-dessus, en fait, il faut que le gars soit conscient qu'il faut qu'il anticipe tôt les choses. C'est-à-dire que pour moi, on peut très bien faire de l'acquisition immobilière, par exemple. Donc, tout ce qu'on connaît, un montage classique, société de rotation, holding, SCI en dessous, ok, très bien, un montage qui fonctionne, il a ses limites. Faut quand même pas oublier que l'argent et le patrimoine ne t'appartiennent pas, il est quand même à la SCI, donc il s'est quand même cloisonné. Tu peux faire par exemple une acquisition démembrée. Ça, c'est un truc, c'est tout bête. C'est assez technique, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le maîtrise, mais c'est de dire, en fait, je veux acheter mes bureaux ou un appart, parce que pour moi, ça reste de la capitalisation pour la retraite. Au lieu de l'acheter en pleine propriété sur une boîte, bah, tu te dis, moi, ma société va acheter l'usufruit, et moi, à titre perso, je vais financer la nue propriété. Alors oui, ça va me demander un effort d'épargne, tout ça. Par contre, à ta retraite, bah, c'est génial. Le bien, il t'appartient. L'usufruit dans la structure s'éteint, parce que ça a une durée vu que c'est une personne morale. Et toi, tu deviens plein propriétaire. Donc, tu as sorti en fait la valeur de l'usufruit. Déjà, tu t'es pas pris la flat tax et tu t'es pas pris les cotisations sociales. Donc, ça, c'est quand même chouette. mm, mm. Et en plus de ça, tu as fait une création de richesse en perso. Et tu vois, ce bureau-là, soit tu les revends et tu un gros capital que tu auras constitué qui te permettra de faire autre chose, soit tu as un loyer là-dessus. Et en fait, ce loyer viendra compléter ta retraite, par exemple.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur le démembrement pour l'immobilier, souvent on va l'évoquer dans un but, on va dire, d'anticipation de la transmission intergénérationnelle entre parents, enfants, etc. Ce qui est déjà enfin, très très bien à mettre en place, à regarder, à anticiper. Et ouais, mais Mais plutôt plus jeune et dans sa vie active pour un chef d'entreprise, en tout cas une personne qui a une boîte, etc., qui fonctionne, ça peut être intéressant ouais. Tu vois, moi, d'y regarder. Ouais, ouais. à titre perso, par exemple, avec Simon, c'est ce qu'on va faire. Mm. Moi, j'ai 32 ans, il a 30 ans, on est jeunes. Les bureaux, on va essayer on va lancer le projet en gros l'année prochaine. Ouais, On va les acheter en démembrement. ouais. Parce que on va être sur des durées longues, tu vois, on va être sur des durées de 20 ans, mais dans 20 ans, tu vois, quand j'aurai 52 ans, 53 ans, bah en fait, mes bureaux, je les aurai finalement achetés, ils seront à moi. Et pour autant, quand même, ma structure en aura financé une bonne partie. Ouais, 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 ouais. Et donc, j'aurais créé quelque chose. Après, je suis aussi intimement convaincu qu'il faut investir à titre perso, en fonction de ses moyens, même si c'est 50 balles par mois. 50 balles par mois sur une assurance vie qui est bien gérée, c'est toujours ça de prix. Tu crées de la Ouais, valeur, tu vas créer quelque chose. Ça, c'est hyper important. Et après, il y a un autre levier qui est pour moi sous-coté à fond, euh, c'est les économies que tu peux faire. Typiquement, sur les impôts, tu peux faire des économies. Sur les cotisations sociales, tu peux faire des économies. En fait, ces économies-là vont te permettre aussi de financer des projets pour du développement de ta société, qui mécaniquement auront une implication sur la retraite, ou directement des projets perso qui te permettront soit de te faire plaisir à un instant T, soit, pareil, de capitaliser pour ta retraite. Et donc ça, tu vois, nous on fait payer des honoraires de conseil, on a tendance à dire, ouais, mais putain, c'est pas donné, c'est une charge incompressible et tout. Je peux vous assurer que tous les mecs qui ont payé au cabinet, tous, il n'y en a pas un seul où on n'a pas récupéré nos honoraires, et bien plus que nos honoraires. ouais, bien Et ces sûr. mecs-là te disent, putain, si c'était à refaire, je signerais tout de suite, voire pour 2 fois plus cher. Ouais, bien sûr. On Parce comprend que vite. la valeur que tu apportes et les économies que tu apportes sont conséquents, quoi. Exactement, à un moment donné, et puis en plus quand on connaît la force des intérêts composés, si on réinvestit le coût d'opportunité, etc., si on réinvestit dans la boîte, si on investit tout court, etc., etc., sur des 5, 10, 15, 20 ans, enfin les leviers sont énormes. Mais bien sûr. On le voit déjà à titre particulier quand, pour celles et ceux qui le font, et je vous invite à le faire, et je me mets dedans, Ouais. c'est de regarder régulièrement, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, j'en sais rien, mais les relever, de dire, ah mince, j'ai mon assurance là qui est pas à jour, là j'ai mon contrat qui me sert à rien, ah ben là j'ai Netflix, je l'utilise plus, etc., etc., Mm. et de virer, et hop, 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 50, hein, machin, ça Bah fait oui. vite 100, 200, 300 euros à titre particulier, Bah oui. et c'est énorme, et donc à titre d'une boîte, dès lors qu'on a, en plus on met dedans de l'impôt, on met des charges, etc., ben là l'effet d'échelle et les sommes peuvent être vraiment très très conséquentes, plusieurs milliers d'euros par mois potentiellement d'économie, et donc ben, forcément derrière ça fait la différence. Tu parles d'honoraires. C'est intéressant, par exemple, tu fonctionnes comment? C'est à l'heure, c'est en fonction du projet, c'est en fonction de la complexité du dossier, c'est sur devis, c'est un forfait? Ouais, en fait, c'est au forfait, tu vois, et ça va être en fonction de la complexité du dossier. Le nombre de biens d'entreprise, tu vois, par exemple, liquidité, les objectifs aussi. Situation familiale, tu as enfant commun, enfant de remariage. Ouais, ouais, ouais. Un ordre d'idée sur un rendez-vous d'une heure pour un problème donné, ça peut varier de combien à combien, une échelle, même si c'est pas forcément à la lettre. Alors, bon, déjà, le rendez-vous d'une heure, je le fais pas payer, premièrement. Et après, si tu veux, ça me permet de comprendre la situation du gars, de voir. Nous, en termes de fourchette, je vais être entre le minimum et le maximum. Grosso modo, on facture du 4000 hors taxe pour du minimum aujourd'hui, Mm, pour mm. une étude. Et ça peut monter pour des situations complexes, on a fait du 25K. Ouais, ok. Donc, ce qui est des beaux budgets. Bon, après, il y a du travail, il y a forcément une valeur ajoutée derrière. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, tu vois, on prend pas d'honoraires annuels. Et moi, dans ces honoraires-là, tu as un suivi qui est compris. C'est-à-dire que demain, on suit à vie jusqu'à ce que tu plus envie que je te suive. Et tu m'appelles, on discute, on fait évoluer les choses au fur et à mesure. Et c'est Bien aussi là sûr, où tu es efficace. bien sûr, ouais. Comme tu disais, c'est évolutif, ouais. Très intéressant. Donc on a vu, donc oui, pour la retraite, donc pour toi, c'est d'anticiper dès à présent, de mettre des choses en place donc pour investir. Voilà, si pour X raison le système de retraite ne tient pas, n'est plus tel qu'il est aujourd'hui, ou alors parce que c'est pareil, on est chef d'entreprise, on va voir bien souvent une baisse du niveau de revenus au Ouais. moment de la retraite. Donc ne serait-ce que pour compenser celle-ci. Euh, Puis elle est drastique, hein, en général, celle du chef d'entreprise, la baisse, hein. c'est quoi? C'est de l'ordre de 50%? Ouais, ça, franchement, j'en ai vu, ça peut aller plus que ça, ouais. Ouais, ouais.
Parce que tu sais, c'est toujours pareil, une entreprise, il y a une année, tu vas te rémunérer 1000 ou 2000 balles parce que ça va pas trop. Une année, tu vas prendre des 10 000 balles par mois parce que ça va hyper bien. 3 ans plus tard, tu vas retomber à 5. Donc c'est rarement linéaire si tu veux quand même là-dessus. Et donc si tu veux, ben, dans les cotises, c'est aussi du coup pas linéaire. Et puis il faut savoir que le chef d'entreprise, lui, il cotise plus que les autres, mais pour moins que les autres. Donc T'es plus, tiens, une petite question comme ça qui me vient, t'es plus indemnité kilométrique pour un chef d'entreprise ou acheter sa bagnole pour sa boîte ou ses alors, véhicules? acheter, non. En fait, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est en fonction des phases. Tu vois, nous, au début, on a fait des ICA. Hmm. Parce que quand tu crées ta boîte, bon, bah, t'as pas forcément la thune pour acheter une voiture, donc tu fais des ICA. Aujourd'hui, on n'a plus les ICA, on a pris des voitures en location sur la structure. On est jeune, j'ai pas besoin d'acheter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de renouveler, tu vois, tous les 3, 4, 5 ans, tu changes de véhicule, voilà, c'est très bien. Par contre, en fin de carrière, entre guillemets, je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'acheter sa bagnole avec la boîte. Parce que tu sais que voilà, ton activité, il y a peu de chances qu'elle décline, il te reste quelques années, tu veux te faire un kiff, parce que tu as la thune pour le faire et que tu as quand même bossé pour ça à la base. Donc tu veux t'acheter une grosse bagnole qui te fait plaisir et kiffer, achète-la, prends-toi du plaisir, et le jour où tu arrêtes, Hmm. soit tu rachètes ta voiture en perso parce que tu la surkiffes et c'est cool, et que tu as les sous pour le faire, soit bon, bah, tu la laisses dans la structure parce que le mec veut racheter. Mais là, je trouve que ça peut avoir un intérêt de le faire, tu vois, si tu la rachètes en perso, parce que entre un véhicule neuf que tu auras payé cher au niveau de la structure, et du coup, même si tu te le rachètes 5 ans plus tard, objectivement, tu paieras beaucoup moins cher et tu auras quand même un véhicule qui te fait trop kiffer, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc ça se regarde, mais bon, il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de règle. Après, il y en a qui vont dire, ouais, les ICA, c'est trop bien, c'est génial. Oui, c'est bien les ICA, mais le problème des ICA, c'est qu'il faut des justificatifs, il faut pouvoir tout justifier. En cas de contrôle, tu peux avoir des problèmes avec l'URSSAF et tout. Et puis, mine de rien, c'est une gymnastique. Les tickets de parking, les tickets de péage, tu vois, même si tu fais des restos, il faut que tu puisses justifier que tu es allé à tel endroit, machin truc. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et puis, ils font bouffer des bornés quand même, hein. Ouais, ouais, donc dans un premier temps, ça peut être adapté parce que, comme tu dis, ouais, la personne n'a pas trop de moyens, etc. Mais d'un moment donné, non, vaut mieux le mettre en frais. Ouais, et puis Ça- pour moi, c'est un vrai complément de salaire, tu vois. Je veux dire que tu peux pas te payer beaucoup ou pouvoir pas du tout te payer. Bon, mais si t'as au moins les ICA, c'est toujours ça de prix, quoi. ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour se payer, entre guillemets, en tout cas pour éviter d'oublier de déclarer correctement et donc parce que je sais pas moi une personne qui oublierait de mettre les ICA, c'est un manque à gagner derrière en termes d'imposition derrière, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui te viennent en tête, qui ont un poids, allez, on va dire sur la fiscalité d'une entreprise d'une façon générale? Bah, les frais. Hmm. Les frais que tu vas faire, donc ça peut être des restos, des frais de déplacement, des fournitures, voilà, toutes ces choses-là. Il faut être lucide, ça reste du pouvoir d'achat quand même pour le chef d'entreprise, parce que tes fournitures, tu vois, demain t'as un gamin, bon, bah, les fournitures scolaires, Hmm, hmm. tu vas les faire passer en frais. De manière générale, c'est souvent le cas, hein. Parce que il y a le fameux livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où la philosophie qu'on entend souvent, c'est payer, enfin, qui ressort, c'est payez-vous en premier. Euh, dans mon esprit, alors je pense que c'est de mon point de vue, très très mal compris par la majorité des personnes. Quand on entend payez-vous en premier, c'est genre je reçois mon salaire, j'épargne tout de suite, un virement automatique, et c'est ça me payer en premier. Mais non, payez-vous en premier, c'est le fait de justement détenir une entreprise Mhm. et de payer via cette entreprise. C'est ça de se payer en premier, dans le sens où tu expliqué tout à l'heure un petit peu le maillon, le circuit, la fiscalité un petit peu à toutes les chaînes, à toutes les phases. Le fait d'investir et de, comme ça, entre guillemets, consommer d'une manière pas détournée, mais même réelle et justifiée, bien Mhm. sûr, mais par sa boîte, que de sortir avec l'impôt, de payer de la TVA, etc., 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 mais ça crée à l'inverse de la charge. Ah ben oui. Il est bien là le delta, et donc se payer en premier, c'est bien à travers ce mécanisme-là. Ah ben oui, En c'est tout cas, ça. c'est comme ça que je l'entends, on est d'accord. Non, c'est exactement ça. En fait, il faut que tu sois capable d'essayer de charger ta boîte en respectant les règles et les justificatifs. Parce que tu as 100 balles de fourniture, bah, tu les sors, ça te coûte 145 balles à la boîte, dessus tu vas payer des impôts, de l'impôt sur le revenu, tu vas peut-être payer 30 balles. Mm, Donc au final, tu te rends compte que 100 balles, ça te coûte 200 balles quasiment. ouais, 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 ouais. Alors que bon, bah, si tu peux faire passer des frais, alors toujours pareil, là, il faut que
faut que ça se justifie, il faut que ça soit dans l'intérêt de la structure, tout ça, il y a pas de sujet. Mais bon, voilà, tu as des fournitures scolaires, bon, voilà, personne n'a regardé que les fournitures, elles ont été pour ton fils ou ta fille ou pour toi à titre perso, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est là où il faut être intelligent et arriver, tout pareil, trouver un bon équilibre là-dessus pour pouvoir, on va dire, augmenter un peu son pouvoir d'achat là-dessus. Mm, mm, Quand on mm. peut le faire, pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est que tu as ce premier bord où tu vas essayer de taper sur la structure parce que ça sera plus intéressant. Et la rémunération que tu te verses, elle va servir à te payer ton crédit ou ton loyer, ta nourriture, des loisirs. Donc pour moi, c'est un peu ton argent de poche. Mm, 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 mm. Et du coup, il faut que là-dedans, tu aies un budget où tu te dis, bon, ben, sur un barème, je mets 10, 15, 20, 30, 40, 50%, peu importe en fonction des profils, où j'investis cet argent pour demain. Toi, au niveau du cabinet, donc c'était le cas conseil avec Simon. On en avait parlé un petit peu pour préparer cette émission. Tu as à cœur d'avoir un portefeuille client d'une certaine manière contrôlé, maîtrisé, un volume en tout cas plutôt. Bon, tu vas t'adresser plutôt à des gens entre guillemets qualitatifs, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, avec un certain niveau de patrimoine, des chefs d'entreprise plutôt axés, etc. On entend bien ta philosophie. Euh, qui sont tes clients, Nicolas, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a l'effectif et l'ouverture d'esprit qu'on va avoir. Il y a deux choses. Dans l'effectif, on va avoir beaucoup de, je sais pas, 80, entre 80 et 90% de chefs d'entreprise, avec Ouais. différentes boîtes, TPE, PME, Mm. avec différentes valeurs de patrimoine. Un chef d'entreprise ne veut pas dire des millions. Attention. Quand je dis chef d'entreprise, ça peut être des freelances aussi qui vont faire 100 000, Ouais. 120 000 euros par an de chiffre d'affaires. Mm, Alors, mm. c'est pas un profil extraordinaire, mais c'est un profil, il y a des choses à faire dessus. Après, on va avoir des salariés. Donc c'est le pourcentage restant. Beaucoup de salariés qui gagnent très bien leur vie. Et on va pas se le, on va pas se le cacher. En général, c'est plus de 200K, 150, 200K à l'année. Mm, mm. Donc c'est quand même des beaux profils. Mais en fait, moi, j'ai jamais fermé la porte à des gens qui gagnent moins ou qui ont un patrimoine qui est peut-être moins important. Moi, ce qui m'importe, c'est la philosophie de la personne. Mm, mm, C'est-à-dire mm. que si tu acceptes de payer du conseil au départ, parce que tu sais qu'il y a un intérêt et que tu vas évoluer dans le temps, que tu gagnes 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, je m'en fous. Et même en valeur de patrimoine, que tu aies 20 000 balles sur un livret A ou 1 million, peu importe. À partir du moment où tu as cette philosophie-là, tu peux devenir client du cabinet. Parce que ce que moi j'appelle les clients qualitatifs. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je peux avoir des chefs d'entreprise qui ont des millions, mais qui sont pas qualitatifs parce qu'ils n'ont pas cette philosophie-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est de dire, voilà, en fait, j'ai envie de me faire accompagner, je sais qu'on va faire des choses ensemble, je sais qu'on va évoluer, je sais qu'aujourd'hui, bah, peut-être que je vais payer ça, je vais trouver ça très cher par rapport à ce que j'ai, mais je Mm, sais que mm. finalement, dans le temps, j'aurais payé que dalle par rapport à ce qu'on va faire. Exactement, ouais, super intéressant en tout cas ce point de vue, merci, merci pour ça. À titre personnel, toi tu investis sur quelle classe d'actifs, si tu veux bien nous partager, j'aime bien poser cette question dans l'émission. Alors moi, à titre perso, alors déjà au niveau des impôts, je fais du Girardin, titre perso, parce que je veux faire de la rentabilité sur mon impôt, tout simplement. Voilà. Ok, tu peux développer en 2 mots? Ouais, le Girardin, en fait, l'idée, c'est de dire, par exemple, je sais pas moi, t'as 12 000 euros d'impôts à payer, Mm, t'as investi 10 000, donc c'est du mm. fonds perdu, hein, c'est comme l'assurance de la bagnole. Ben, ces 10 000 euros m'ont permis de payer mes 12 000 euros d'impôts. Donc au lieu d'avoir payé 12, j'ai payé 10. Voilà. C'est aussi bête que ça. Ok, Donc ça, après, moi, à titre perso, je fais un peu de TF avec Simon. ok. On fait un peu de structuré, parce que le produit structuré, ça reste toujours intéressant, il y a des belles rentas, on n'a pas besoin des fonds là tout de suite. Après, Simon, alors moi je suis pas là-dessus, sur compte titre PEA, j'y suis pas trop, tu vois, action, je suis pas sensible parce qu'en fait j'ai pas le temps de m'en occuper et que j'estime qu'il faut avoir du temps pour s'en occuper. Ouais, d'où les ETF. Mm. Donc d'où les ETF. Et après au niveau de l'IMO, moi j'ai une philosophie au niveau de l'IMO qui est un peu, qui est la mienne, on va dire. Moi je vais privilégier en fait la famille et le lieu de résidence de la famille. Donc je vais Super, plutôt aller sur de la résidence principale super. et vraiment me mettre un confort là-dessus que j'ai envie. De la résidence secondaire, si, quand on pourra le faire. Et demain, quand ça sera bien établi et bien stable, c'est là où je me tournerai, je pense, sur du locatif ou en tout cas sur des projets différents. Mm, mm.
Et puis des bureaux à titre professionnel Ouais, les bureaux, aussi. Ouais, donc ouais. ça fait partie de l'IMO à titre pro. Et bon, j'ai un peu d'or. Voilà. Un peu d'or, je trouve que l'or c'est bien, mais voilà, c'est pas une obligation, on va dire, c'est vraiment plus une sensibilité Ah ouais. par rapport à ça, quoi. Et j'investis dans les montres. Les cordonniers sont pas les moins bien chaussés. Alors, dans ton cas, en tout cas, t'es quand même assez diversifié. T'as quand même le côté je fais ce que je dis, quoi. En fait, si tu veux, le truc, c'est que souvent, tu as la tête dans le guidon, tu le fais pas là, tu le fais pas pour toi. Ouais, Nous, on est parti du postulat, on l'a fait tout de suite, puis il faut que tu sois un exemple pour tes clients, en fait. ouais, Tu peux ouais. pas préconiser un truc à un client si tu le fais pas toi-même. Les montres, tu dis que tu investis dans les montres, c'est le kiff vraiment, c'est une passion, c'est pour la renta, pour le côté financier, c'est Alors, pour le jeu, c'est quoi les montres, il y a deux choses. Il y a le côté de la renta. Ouais, Sur certains modèles, tu vois, par exemple, là, j'en ai une. ouais, je la Je vois l'ai eu, depuis tout à l'heure qui je l'ai eu brille. je l'ai eu en retail, donc au prix marché. Ouais, J'aime cette montre de manière générale, mais demain, je sais que je peux la revendre plus cher, donc il y a une forme de renta là-dessus et c'est plaisant. Là, tu vois, demain, c'est possible que j'en achète une autre, mais du c'est coup, quoi comme modèle? c'est une Oyster Perpetual 41. Ok, peut-être ça parlera à certains auditeurs. Non, non, pour ma part, je suis encore fixé avec le soleil, tu sais. Je veux savoir l'heure, je regarde le soleil et... C'est un très bon système. Et tu vois, là, je suis en train d'en acheter potentiellement une autre, Yes. où en fait, je vais pas aller chercher la renta, parce que je sais que je vais la payer beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut, Hmm. mais c'est vraiment du mon plaisir passion, Plaisir, là. ouais. Ouais, 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 ouais. Et on en revient à ta définition initiale de l'argent, tu vois, t'es cohérent dans ton Exactement. propos. Et l'argent me permet, tu vois, de faire ça, d'avoir ce monde qui me procure un plaisir, on va dire, instant T et un plaisir sur le long terme, et demain, je pourrais aussi la donner à mon fils. Ouais, ouais, Donc, lui ouais, transmettre un truc, bah, son père aura durement travaillé pour l'avoir. Et à côté de ça, ben, c'est un gros marqueur. Moi, je trouve qu'en tant qu'enfant, putain, tu reçois la montre de ton père, c'est pas neutre. ouais. Il y a beaucoup comme ça où les colliers de la mamie, etc. Enfin voilà, c'est Ouais, sur l'émission de la bonne fortune. Je t'ai demandé en préparant l'émission quels épisodes potentiellement t'avais vu écouter, mais euh, l'idée, si t'avais allez, une ou deux personnes avec qui tu pourrais passer 1 heure de ton temps, euh, ça serait qui? alors, il y aurait Guillaume Simonin, parce que, bon, Guillaume, on est en contact de temps en temps. Il faut être quand même conscient d'un truc, et ça, moi, j'en suis pleinement conscient. C'est Guillaume qui a quand même implanté le concept des feuilles volantes sur la partie finance. Il est Euh, exceptionnel, hein, Guillaume, pour l'avoir. ouais, qui a eu une idée qui a dépassé complètement, je pense, ce qu'il en imaginait, en tout cas. Ouais, ouais, Et donc Guillaume, parce que puis il est intéressant, Guillaume, on discute, on a plein de sujets, la finance, le patrimoine, il y a plein de trucs qu'on peut faire même sur le métier de CGP et tout ça. Et puis que, bah, mine de rien, c'est aussi grâce à lui que moi j'ai eu cette notion de référence, parce que il m'a quand même donné l'idée de ces feuilles volantes et de ces fiches que j'ai repris, tu vois, à ma sauce, à ma manière, sur la thématique qui me sont propres. C'est là où j'ai créé ma marque de fabrique. exactement, ouais, ouais. J'ai pas réinventé le feu. Lui a inventé quelque chose, moi j'ai rien inventé. Moi j'ai juste dupliqué un concept qui fonctionne à ma manière, avec mon image de marque et mon prisme en termes de gestion de patrimoine. Clairement, ouais. Et donc ça, bah, tu vois, rien que pour ça, je trouve ça cool. Et après, on avait parlé de Jérémy Doyen, parce que je le connais, enfin je connais de nom, on en a parlé. Comme c'est un CGP, je trouve que c'est toujours intéressant de parler avec d'autres CGP sur la vision du métier, la vision de finalement de faire les choses. Il est jeune, je suis jeune, donc voir aussi un peu la vision qu'il a de l'évolution de ce métier-là, Ouais, ouais, ouais. de manière à vraiment bah, pouvoir prendre le temps d'échanger là-dessus, voir tu vois, si on a aligné, pas aligné, les points d'amélioration qu'on pourrait avoir, etc. Ouais, super intéressant. Mais je te rejoins pleinement. En tout cas, je pense que tu as des valeurs communes, que ce soit et avec Guillaume, forcément. Donc sur l'épisode 58, construire enfin sa pyramide du patrimoine, où il a une philosophie de vie que Ouais. j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, on a vu un super beau débat sur la résidence principale avec Guillaume, et c'était très très intéressant. Et je pense qu'il a permis à celles et ceux qui ont écouté l'épisode d'ouvrir un petit peu l'esprit et de sortir un petit peu du champ manichéen, binaire qu'on peut avoir là-dessus. Et Jérémy aussi, ouais, très très passionnant, comme tu dis, un jeune dynamique et qui vient, qui casse un petit peu en quelque sorte les codes
un petit peu, en tout cas la vision, l'image qu'on peut avoir des CGP et tout comme toi, et donc ça fait vraiment plaisir. Pour revenir sur tes fiches, c'est clair que je partage, c'est vraiment un plaisir au quotidien. En tout cas pour ma part sur LinkedIn, je sais que à force de commander, les joies de l'algorithme fait que tous les Ouais. matins je reçois ma petite fiche comme ça sans rien demander. Et à l'image un petit peu d'un journal où tous les jours tu vas avec ton café lire ton journal, ben, tous les jours je lis tes petites fiches et j'en apprends vraiment énormément, c'est vraiment détaillé, complet. Et ça se lit bien malgré tout, c'est vulgarisé. Alors Ouais. très très technique, mais détaillé, mais vulgarisé dans le même temps. Donc chapeau à toi. De quelle fiche tu serais peut-être le plus fier? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ou est-ce qu'il y a une fiche qui te vient en tête comme ça tout de suite maintenant? Ouais, il y a une fiche que je préfère. Hmm, J'ai beaucoup travaillé dessus. hmm, Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a, ouais, on va dire que je pense qu'il y en a trois que j'aime beaucoup. Il y a le comparatif que j'ai fait sur les formes juridiques, qui pour ouais, moi est une ressource, mais tellement inestimable ouais, en termes de valeur. Il y a une chose importante qui concerne du coup un peu plus tout le monde, qui va être comprendre l'impôt sur le revenu. ouais. Ça, c'est vachement important. Avec les différentes tranches qu'on parlait tout à l'heure, notamment, Ouais. etc., etc. Hmm, Et j'en ai fait une aussi que j'aime beaucoup, qui va toucher en fait plus le côté structuration, comprendre en fait finalement comment se regarde un patrimoine de manière générale. ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est trois essentiels qu'on devrait apprendre à l'école. Eh ben écoute, tu me transmettras le lien de ces trois fiches et puis je les mettrai en description Ouais. de l'épisode avec plaisir. Et comme ça, ça pourra donner vraiment de la matière sur ces trois pans essentiels. Est-ce que tu aurais indépendamment de tout ton travail bien évidemment, qui est exceptionnel, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller, des livres ou autres que tu pourrais conseiller, que ce soit sur le thème des finances ou sur n'importe quel thème en tout cas qui t'est cher à toi? Alors, il y a le livre de Guillaume. Je pense que le livre de Guillaume, c'est un essentiel à avoir. Ça, il y a dessus, il y a pas de. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. C'est vraiment un essentiel à avoir parce qu'il est bien fait, il est bien illustré, il est facile à lire, à comprendre. Donc là-dessus, je dirais sans hésiter. Il y a mon futur livre, qui n'est pas encore sorti. Ah, super! Mais donc oui, où je suis en train d'écrire un livre justement sur la gestion de patrimoine et la vision que j'en ai et voir un peu comment on peut faire. Il y a les e-books que j'ai fait, qui sont quand même déjà une belle premier élément de matière, si tu veux. Et après, en termes de lecture, je suis pas un grand lecteur, je vais être franc avec toi. Je pense que c'est plutôt une question de philosophie et de logique. Hmm. Voilà. Mais déjà, si tu as lu le livre de Guillaume, c'est déjà très cool. Après, si tout le monde lit le livre de Guillaume, t'as plus de boulot. Vous avez plus de boulot, terminé. Oui, franchement, si, parce que Ah, là, en tout cas, il y en a, je pense, qui auraient plus de taf, mais les cabinets commandes auraient pas mal de taf, parce que nous, le côté investissement, c'est une partie de l'activité qu'on fait, mais c'est pas tout, quoi. non, non, bien sûr. Ouais. Ok, ouais, super intéressant. Et t'as une date pour le tien de livre? Il est en cours d'écriture. Je pas que ça. Un objectif de date de Ouais, publication. j'aimerais Allez. bien qu'il sorte en juin prochain, juin 2025, tu vois, un truc comme ça Ouais, serait cool. ok. Entre juin et septembre 2025, allez. Ok, maintenant que c'est rendu public, t'es obligé de t'y tenir, hein. Ouais, je me suis mis le couteau sous la gorge tout seul. Ouais. Un titre? Des idées de titre? Non, C'est pas encore. secret, c'est pas pensé encore défini, Non, fini. objectivement, c'est pas encore défini et pensé. En toute objectivité, là-dessus, j'en suis pas encore là, quoi. Ok, bah écoute, tu reviendras en juin 2025 sur le podcast avec plaisir à l'occasion du lancement de ton livre. Ouais, ah bah grave, avec Euh, plaisir. ah ouais, super. Est-ce que tu as un mantra, une citation, une philosophie de vie d'une façon générale que tu aimes soit te répéter à toi-même ou à partager autour de toi? Alors moi j'ai une philosophie, c'est-à-dire que je pars du principe qu'il déjà y a rien qui est impossible. Ouais, Donc ça peut paraître un peu con et bateau, mais pour moi c'est quand même la réalité. ouais, Et qu'il faut se donner les moyens d'arriver à faire des choses. C'est-à-dire que si tu veux, dans la vie, t'as des gens qui ont de la chance, t'as des gens qui n'ont pas de chance, t'as des gens qui font des trucs, des gens qui font rien. En fait, la chance, de manière générale, ça se provoque. Les opportunités, elles se provoquent. Et si t'es passif dans ta vie, hmm, il se passera rien. Mais que ça soit dans le taf, tu vas pas évoluer, tu gagneras pas plus ta vie, t'auras pas d'opportunité ni rien. Ou même dans la vie, hein. Toi, tu vas pas trouver de meuf ou de mec, tu seras pas en couple, tu n'auras pas d'enfant, ou même si tu en as un, bon, en fait, tu vas vivre le truc, tu vas cohabiter, tu vas te faire porter là-dessus, mais
ça vaut rien, ça n'a aucune valeur, si tu veux. Mm, mm, mm. Donc je pars du principe qu'on peut faire, et je pense aussi que vraiment tout est réalisable dans la vie. C'est-à-dire que demain, moi j'ai une vision claire. Je me suis dit des petits objectifs, tu vois, et ça peut paraître démentiel, mais j'estime qu'avec une quantité de clients faible, tu vois, moi cabinet, je vois très bien un cabinet qui fera 10 millions, peut-être 20 millions de chiffre d'affaires. Ouais, Tu peux te dire, le mec, c'est un putain de narvalo quand il dit ça, il est complètement fou, parce que ça se voit pas, ça se fait pas, et t'as peut-être très peu de cabinets qui le font, mais j'en suis intimement convaincu que j'y arriverai. Et en fait, le fait d'être convaincu, d'avoir confiance en ça, t'amènera sur des pistes et des voies qui vont te permettre de fil en aiguille, tu sais, d'atteindre des paliers, jusqu'au ton palier ultime. c'est super intéressant. Ben, tu vois, ça me fait penser, ça m'évoque un petit peu le livre La magie de voir grand de Joseph Schwartz. Mm. Et justement, ça reprend un petit peu ces principes. Mais merci pour le partage de cette philosophie, de ce mantra. Rien n'est impossible et la chance, les opportunités, on peut en avoir comme ça au travers le chemin, mais surtout ça se provoque. Et Ouais. je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et je rajouterais un truc, c'est que tu as un côté émotionnel qui peut être présent sur tout ce que tu entreprends ou fais. En fait, ce côté émotionnel, il faut que tu sois capable de le prendre, de l'accepter rapidement et qu'il n'ait pas d'influence sur tes choix futurs. Mm. Donc, tu vois, moi, il y a eu des moments où tu doutes du cabinet, machin, putain, je ferme pas, je fais quoi, truc, bidule, ou même dans ton vie, dans ton couple. En fait, si tu décides du côté émotionnel, tu feras forcément le mauvais choix. Ouais, c'est super intéressant. Donc Ouais. il faut que tu arrives à avoir cette prise de recul, plus ou moins rapide, plus ou moins facile en fonction des profils. Mm. Mais en tout cas, tu ne dois pas décider si tu es encore sous un état émotionnel. Ouais, clairement, clairement, clairement. Tu fais du sport un petit peu, Nicolas? Ouais, Tu aimes quoi? je fais de la boxe taille, Ouais, ok, un peu de tennis de temps en temps, et un peu de course à pied de temps en temps. ok, ouais. Ok, ok, super. Et en course, tu fais plutôt, c'est quoi, de la course du court, un peu plus long ou... Non, je fais entre 5 et 10 bornes, ça dépend. Ouais, Tu vois, tout ce qui est semi-marathon, marathon, je fais pas. ouais, D'une, ça m'intéresse pas. ouais, ouais. Et deux, parce que bon, j'estime quand même que c'est des sports qui te font mal. En fait, tu te fais mal quand même au dos, aux genoux. Enfin, tu prends pas soin de toi là-dessus, je trouve. Bon, on pourra en discuter. Moi, j'aime bien les courses, les trails un peu plus longs, mais Alors, tu parles... trail et tout, tu vois, par exemple, ça me chaufferait de ouf de faire un Ouais, ouais, GR20, un truc comme ça, tu vois. ouais, ouais, ouais. Là, ça me Et chaufferait de ouf. parce que tu Mais parlais vraiment. d'état émotionnel, tu vois, et je fais un peu le parallèle avec le Ah sport bah, d'une façon générale, et c'est pareil, mais comme dans tous les domaines, il n'y a rien qui est linéaire, et, euh, et tu traverses, et notamment, pour reprendre le cas de mon exemple, en tout cas, ce que je ressens quand je fais ces courses, c'est que tu passes vraiment un peu par toutes les phases, mais tu te bats contre toi-même. et tu peux pas t'arrêter au premier obstacle, au premier sentiment un petit peu de doute, etc., parce que sinon tu fais plus rien, Non, mais de toute façon, et- tu te bats perpétuellement contre toi-même. Quand tu fais du sport et dans des trucs comme ça, là, mm, mm, tu vois, même les entraînements de boxe, tu sais, des fois, t'as pas envie et tout, tu dis, ouais, j'y vais pas et tout, t'y vas, t'es dans le truc, c'est compliqué, c'est chaud et tout. En fait, quand tu l'as fait d'une, t'es content. Mais tu te dis, émotionnellement parlant, c'est vraiment une bataille interne entre toi et toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pour le ramener sur sur le sujet du jour, sur la gestion de patrimoine au sens large, la gestion des Mm. finances, etc. Et toi, tu dois être un petit peu dans ce cas, accompagner des personnes, comme on le disait, qui sont à différents stades de leur vie, qui est Ouais. progressif, peut-être un divorce, peut-être un décès, peut-être, etc., Mm. etc. Et donc, forcément, on va être sur des moments de vie, ou alors à l'inverse, préparer un mariage, etc., pour prendre du positif, Mm. mais donc sur des états émotionnels changeants. Et donc, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, d'avoir la tête froide un maximum, en tout cas pour la prise de décision. Ouais, Ouais. c'est hyper important, je trouve. Ouais. Vraiment, c'est hyper important. Super, bah écoute, en tout cas, mille merci Nicolas, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Si je dois résumer un petit peu les fondements un petit peu de cet épisode, déjà l'argent, bon, c'est plus une notion de liberté, un moyen plutôt qu'une fin. Il y a des leviers d'action, tu en as cité quand même pas mal pour la structuration, pour le chef d'entreprise, Mm. que ce soit dans la création, dans le développement du Ouais. patrimoine, que ce soit dans la protection, dans la rémunération du dirigeant, dans la transmission, etc. Euh, En tout cas, encore une fois, je remettrai toutes les notes et tes liens dans les notes de l'épisode. C'est vraiment passionnant. Si tu avais... Tiens, je vais te poser deux questions. D'habitude, Vas-y. tu sais, à la fin de l'épisode, je fais le petit, ce qu'on appelle le petit outro, où je dis ah ben merci, je remercie tous les auditeurs, et tu vois, c'est l'occasion de les remercier encore à tous les auditeurs fidèles qui écoutent
La Bonne Fortune pendant 1 heure et quart. Et ça me fait plaisir d'avoir des commentaires et notamment j'invite moi mes auditeurs à le faire savoir et à laisser une note notamment sur les plateformes d'écoute. Et pour une fois, tu vois, c'est la première, je vais te demander à toi, parce qu'ils en ont peut-être marre de m'entendre le demander moi-même, comment tu pourrais inciter, qui ont pris plaisir à nous écouter, à t'écouter pendant plus d'1 heure, à remercier et à venir casser le game d'Apple Podcast, de Spotify, etc. Comment tu pourrais les inviter à le faire? En fait, bon déjà, c'est sûr que je vais te faire un post là-dessus pour qu'il y ait un maximum d'écoute. Je pense que si tu veux, en fait, le remerciement que tu dois avoir auprès de quelqu'un que tu as écouté ou qui a créé finalement quelque chose, que tu as créé un podcast, un média, ce qui est quand même pas rien. Il faut pour moi faire les écoutes, mettre des likes parce que c'est important et que ça fait quand même plaisir. Remettre des retours aussi, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour toujours aller chercher l'amélioration. Et après, putain, les gars, si vous avez des connaissances qui ont besoin d'un média pour sponsoriser le média, pour l'aider finalement dans le développement et tout, bah, en fait, il faut pas hésiter. Et même envoyer des messages, ne serait-ce que gentils, en disant, ben voilà, j'ai écouté cet épisode, j'ai trouvé ça hyper cool, et merci de l'avoir fait. Ça coûte rien, ça va coûter 10 secondes de temps, mais finalement, celui qui le reçoit, ça a un impact de ouf sur lui en termes de motivation, en termes d'ego, en termes de personnes. Et donc sur ça, les gars, il faut pas hésiter. Envoyez plein de messages à Ismaël et dites-lui que c'est génial ce qu'il fait. Voilà, bah écoutez, si vous avez kiffé l'épisode avec Nicolas, voilà, faites-le savoir sur toutes les plateformes, sur son LinkedIn aussi à Nicolas, même si il n'a pas besoin de ça parce qu'il cartonne vraiment, 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 c'est un ovni sur la plateforme. Est-ce que tu es présent ailleurs que LinkedIn, sur d'autres réseaux? Non, non, non. Si on veut te contacter, il y a LinkedIn, il y a ton mail, le mail de l'agence. Ouais, Euh, sur mon LinkedIn, t'as mon mail en coordonnées hmm. et t'as mon numéro de téléphone direct. Et t'as un lien qui accède à mon agenda. Voilà. Mille merci Nicolas, en tout cas j'ai pris un réel plaisir comme à chaque fois lors de cette émission et puis réellement je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent, celles et ceux qui mettent les commentaires, même ceux qui n'en mettent pas, qui le pensent à chaque fois et qui écoutent sans jamais rien mettre. Il y a tous ces auditeurs de l'ombre, tu sais, qui écoutent à chaque fois et j'en fais également partie quand je consomme du contenu, c'est le jeu, mais encore une fois merci à tous et à toutes pour votre fidélité et puis pour tous les jolis retours et c'est toujours intéressant et constructif. Merci Nicolas, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique émission. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité ici, d'avoir permis finalement cet échange, de me présenter, de partager ma vision en tout cas sur la gestion de patrimoine. Et puis merci à vous tous du coup de nous avoir écoutés pendant plus d'1 heure. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir rééchanger et avec toi. Et pourquoi pas, si ça peut aider des gens à se poser des questions ou se dire ouais en fait l'accompagnement ça peut être une solution, avec plaisir, vous pouvez me contacter. Moi je serai très heureux. Exactement, que vous soyez un cancre au fond de la salle ou un chef d'entreprise accompli, voilà, vous pouvez contacter Nicolas avec grand grand plaisir. Exactement. Merci pour tout, ciao ciao, excellente journée à tous. Et encore mille merci Nicolas pour cet échange vraiment passionnant où on a pu voir comment anticiper, prévoir et percevoir en tout cas son patrimoine d'une façon globale, qu'on soit chef d'entreprise ou non, avec des notions aussi de finance, d'économie, de fiscalité. Donc merci vraiment pour tout ça, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, creuser ces sujets. Je vous invite à contacter Nicolas, à le suivre sur LinkedIn et vous pouvez également me poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce même réseau. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vos finances et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission de La Bonne Fortune. Ciao.